Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 124 du Hoopcast, votre dose hebdomadaire de NBA. À mes côtés, comme toutes les semaines, ils sont là. À ma gauche, chemise à pois, nœud papillon rouge, c'est Erwan Abosset. Salut Erwan. Ça va là? Ça va très bien. Ta cravate aussi. Merci beaucoup. À ma droite, veste grise, t-shirt noir. Oui, facile. Ça va les gars? Très bien. Ouais, très bien. Les playoffs au programme cette semaine avec un grand débrief des festivités. James Harden est une superstar, ce sera pour notre débat. On parlera de Rudy Gobert et du TQO dans les news et puis aussi de toutes les embauches des coachs, notamment Luke Walton chez les Lakers. C'est parti pour un nouveau Hoopcast. Le premier tour des playoffs est terminé, nous allons débriefer tout ça, nous allons nous attaquer aussi aux demi-finales de conférence. On va commencer par le premier tour avec un mot pour les équipes éliminées à chaque fois. Et on va commencer avec la série entre les Pacers et les Raptors. Victoire en 7 matchs de Toronto au bout du suspense, messieurs. Un petit mot pour Indiana avec une renaissance confirmée pour l'ami Paul George qui termine à 27 points, 7,6 rebonds et 4 passes décisives de moyenne sur la série. Ouais, c'est la belle histoire de ces playoffs, on se souvient. Mais Paul George, en fait, il a été coupé par une blessure terrible, on va pas revenir dessus. Et il était revenu l'année dernière en fin de saison, ça avait été un petit peu compliqué. Les Pacers avaient raté les playoffs. Cette année, il est revenu au top. Il a retrouvé la place qui était la sienne, voire même un petit peu plus. Oui, il a continué sa progression, clairement. C'est d'abord une réussite totale pour cette franchise des Pacers qui, l'été dernier, ont décidé de lâcher Hibbert, de lâcher David West pour devenir une équipe d'attaque, en tout cas un peu plus, avec le même coach, Frank Vogel, qui a réussi ce passage-là. Et donc, valider des playoffs, aller à un 7e match, être à 2 doigts de le prendre. Non, quoique, non, ils se font non, à 2 doigts de le prendre. Non, il y a une faute sur Yann Maïmi, à 2 doigts qui aurait mérité d'être à 2 doigts de sifflé. le prendre, voilà, c'est une saison totalement réussie pour les Pacers. Alors juste un mot sur la rumeur, Frank Vogel pourrait être laissé libre par Larry Bird, donc qui dirige cette franchise. Il est en fin de contrat. Voilà, il est en fin de contrat et donc il pourrait le laisser partir. Ça paraît étonnant, on dit comme ça. Ça paraît étonnant, surtout que sur le marché, on voit bien qu'il n'y a pas non plus pléthore de noms. C'est un mec qui est en place depuis pas mal de temps, qui sait s'adapter, qui avait installé un basket demi-terrain avec une forte défense, qui a su s'adapter très vite. Avec des résultats. Avec des résultats. Ils font les playoffs cette année, ils font un premier tour plutôt honnête. Ils sont à 2 doigts, Thomas l'a dit, de sortir les Raptors. Frank Vogel, c'est quand même une valeur sûre du coaching. Ça fait penser un petit peu à Rick Carlisle à Dallas. Dans l'autre conférence. Oui, totalement. Ce serait une énorme surprise qu'ils partent en fin de saison pour prendre qui, pour quel projet. Alors Bird lui reproche de ne pas mettre assez de points. Exactement. C'est quand même Alors dans ce étonnant. cas-là, il faut peut-être lui filer les joueurs et notamment le meneur de jeu qui leur manque depuis tant d'années. On se souvient quand il bataillait avec le hit de LeBron James, on a souvent pointé du doigt ce poste-là. George Hill était un bon joueur. C'est pas quand même un meneur encore top 10. Quoi. Surtout dans ce style-là d'attaque et tout ça, ça me paraît étonnant. Il va leur falloir un meneur peut-être un peu plus créatif, un peu plus scoreur. Puis après, quand on voit le fouillis qui est devenu Chicago, où c'était sur le même modèle avec un coach défensif qu'ils ont laissé partir, c'est peut-être quand même un exemple à regarder et à pas suivre. Oui, et puis surtout quand ils ont réussi ce petit virage, c'est exactement le même a priori, en gardant quelques joueurs, en changeant la manière de jouer, eux ils ont complètement réussi leur saison. Là où les Bulls, pour faire le parallèle, se sont complètement foirés. Donc, Miles Turner aussi, ils peuvent avec Paul George, ils peuvent commencer à construire là-dessus. Et puis ils ont toujours Yann Maïmi qui fait une super saison et qui est en fin de contrat lui aussi. En fin de contrat également, il va falloir leur signer. Heat Hornets, ça a donné le hit en 7 matchs, ça s'est joué probablement à l'expérience, 106-73 dans le dernier match et Kemba Walker à 3 sur 16. Là, c'était des enfants face à des adultes. L'expérience vraiment côté du 8 avec entre Wade, Luol Deng, Joe Johnson. Il y a quand même des mecs qui ont joué des matchs 7 et des matchs de playoff. En face, ils se sont bien battus. Ils étaient bien revenus dans la série. Mais bon, là, clairement, l'expérience. Mais finalement, se faire rousser des fois au match 7, c'est un mal pour un bien. Ils reviendront fort, les Hornets, cette année. L'intersaison va être intéressant à pas mal de mecs en fin de contrat. Al Jefferson, qu'il soit bon. Al Jefferson, là, pour le coup, je pense qu'il faudrait... Merci, c'était sympa, t'as été correct. Maintenant, tu peux nous laisser tranquille. Ouais, je suis d'accord avec ça. Non, c'est vrai qu'eux aussi... Je trouve qu'il est sous-estimé quand même. Mais il est sous-estimé, mais il a 33 ans. C'est un... Cher. C'est un bon joueur, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Pivot égale cher. Mais le problème, il est même pas là. C'est que dans le style d'aujourd'hui, un pivot très fort sur le poste bas qui n'est pas véloce, qui n'est pas super défenseur, ça fait quand même beaucoup de lacunes pour le jeu actuel. Et par rapport à souvent blessé. Et souvent blessé, encore plus. Donc voilà. Par rapport à la série, moi, ils m'ont étonné parce qu'après les 2 premiers matchs, j'étais à 2 doigts de dire ils vont se faire sweeper. Ils ont réussi à créer quelque chose dans leur salle. On a vu que Michael Jordan vraiment sourire. C'est ses premiers coups d'éclat en tant que propriétaire d'une franchise. Non, ils ont un bel avenir. Il faut re-signer Nicolas Batum, qui est aussi en fin de contrat. C'est très important. Hawks 4, Celtics 2. Est-ce que la recherche de la star continue pour les Celtics ou alors est-ce qu'ils vont progresser comme ça de manière linéaire ou il faut changer quelque chose? Les deux Alain. Ils vont continuer à progresser. Les joueurs en place, le coach en place, c'est jeune. Il y a de l'avenir. Maintenant, il va falloir, et on ne va pas non plus rêver, il va falloir qu'ils greffent une superstar. Et en plus, ils ont des choix de draft. Des joueurs. Et ils ont une manne financière pour pouvoir accueillir aussi, Kevin Durant et pourquoi pas leur Ford en même temps.
Donc voilà, c'est une possibilité. Là, ce on serait sait qu'il y a la magique. rumeur Dwight Howard, mais c'est possible en tout cas. Ah ouais, ouais, financièrement. c'est possible, ouais, ouais. C'est possible. Et je peux te dire qu'avec ce qui existe, si tu rajoutes Al Horford et Kevin Durant, Ou l'un des deux. je cite ces deux-là parce que c'est vraiment ce qui se dit dans certains articles américains et qu'en tout cas, ils ont Danny Ainge aurait ça en tête. Ça devient un sérieux prétendant. Bon, d'ailleurs, c'est en aparté, mais Kevin Durant, il a quand même le choix entre les Lakers et les Celtics s'il veut des Ouais, franchises prestigieuses. et puis les Warriors, ça arrive pas à tous les free Les Warriors et les ouais. Spurs, non, il a le choix un peu partout. Ça arrive pas à tous les free agents. Il a le Moi, choix j'ai aussi entre Miami apparemment parce que c'est Steven Smith qui nous a sorti ça. Lui, de toute façon, chaque semaine, il sort une il équipe. sort un truc, ouais. Non, moi j'ai envie que cette équipe prenne des risques. Alors oui, ils ont de la manne financière, oui, ils ont déjà. Voilà. Moi j'ai envie qu'ils prennent des risques. À un moment donné, tu as une année charnière. Cette équipe-là, en l'état, ne peut pas gagner. On est d'accord. Ils ont réussi à récupérer un mec qui peut devenir leur leader, Isaiah Thomas. Mais pas leur leader seul. Il va falloir qu'il soit accompagné d'un autre joueur d'au moins son niveau, voire plus, donc All-Star. Moi, j'ai envie de les voir prendre un risque, de dégager leur choix très haut de draft, avec des joueurs monter un trade. Voilà, il faut prendre un risque. Soit tu es entre deux autres, tu es une bonne petite équipe qui va progresser, mais tu vas jamais gagner le titre parce qu'il y a LeBron James dans ta conférence. Soit tu prends un risque et tu tentes de tout faire péter. De toute façon, au bout d'un J'ai moment, envie qu'ils prennent ce risque-là. au bout d'un moment, C'est un peu extrême. Prendre un risque de non, lâcher mais des au bout mecs. d'un moment, de toute façon, ils n'auront pas assez de place dans leur effectif pour tous les choix de draft qu'ils ont. Donc, il faudra bien qu'ils en fassent des Non, mais packages. aujourd'hui, bien c'est sûr. clair qu'entre Avery Bradley, Marcus Smart qui a montré des belles choses, mais peut-être que tu peux faire un choix sur les deux pour récupérer quelque chose de bien. Très bien, même. T'as un truc comme Stullinger aussi. On sait qu'il faut quand même, on sait qu'il souffre sur Mais le les post-up. Jerebko et tout, tu sur peux le faire monter un post-up, gros Jerebko, truc. c'est des mecs, c'est des bons petits joueurs. Oui, tu peux avoir aussi de la monnaie d'échange, de la monnaie d'échange. Totalement, ouais. Passons au deuxième tour. On rentre dans le vif du sujet de l'actu. Cavaliers Hawks 1-0 dans la série pour Cleveland. Premier match, LeBron a 25 points, 7 rebonds, 9 passes, 21 points pour Kyrie Irving, 17 points, 11 rebonds pour l'homme de l'amour. Toujours solide, ces Cleveland Cavaliers pour l'instant. Ouais, ils sont solides et puis Cleveland, je pense pas que Cleveland pourra avoir, que les Hawks pourront avoir les armes pour faire douter Cleveland. On a vu qu'ils se sont fait dominer sur la majeure partie du match. Il a fallu que Dennis Schroeder sorte un match un petit peu de mammouth. Alors Ford a mis du temps à rentrer dans ce match-là. C'est pas une confrontation qui lui va très bien à Ford et même à Paul Millsap, qui se retrouve quasiment souvent en tête-à-tête avec LeBron James. Donc toutes ces qualités de poste 4 au large, ben là, face à LeBron James, elles sont annihilées. Et alors Ford, il souffre sur Tristan Thompson. Pour moi, ils n'ont pas clairement les armes physiques, athlétiques. Il n'y a que le petit Dennis Schroeder qui arrive à sortir un petit peu son... Parce que c'est mental. C'est mental. Et Jeff Teague passe complètement au travers, mais lui aussi, j'ai l'impression qu'il est déjà ailleurs. Hein. 27 points pour Dennis Schroeder. Ouais, il a mis 29 points en saison régulière, c'est son top score en playoff. Moi j'ai trouvé les Cavs très forts sur la première mi-temps, vraiment forts, sur deux. Ils tirent 11 fois à 3 points en premier quart-temps, ils en mettent 5 ou 6, un truc comme ça. Vraiment sûr de leur force. J'ai vu un LeBron patron, mais j'ai aussi vu pendant un moment, juste sur les coups de boutoir de Schroeder, une équipe qui a complètement laissé échapper le match. Moi, j'ai cru qu'à un moment, ils allaient perdre. Et ils sont menés, ouais. Ils arrivent à être menés, à un moment donné, ils ont le match en main, ils doivent jamais se faire peur. Ils se font peur. Oui. Voilà, c'est ça le constat. Alors, ils se font peur, oui, Ils se non. font peur, mais ils gagnent. Ils se font... Non, mais oui, Alain, bien sûr parce qu'ils sont plus forts, mais tu te fais peur. Ouais, mais ils se font peur. Peu de temps mort, boum, 2-3 sorties de système, 2-3 sorties pour une sortie de J.R. Smith qui met dedans et tout. Non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que LeBron était très fort. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils se font peur. Jeff Teague est nul. Al Horford est nul. Paul Millsap. Mais parce que justement, moi, je pense que les mecs sont nuls et tu te fais peur. Je pense que c'est un avis. Oui, il se fait peur. Oui, je te dis oui et non parce que c'est un avis. C'est Dennis Schroeder, moi je veux bien, mais c'est pas. Ils sont trop au-dessus. Ils sont tellement dominants sur les 3 quarts du match que les autres, ils reviennent parce que c'est. Tu sens dans le troisième quart-temps que. Tu sens LeBron perd des balles. Tu vois, il se passe des trucs. Dans les 5 dernières minutes, ils leur mettent un 17-4, on n'en parle plus. Alors Thomas, qu'est-ce qu'ils font Atlanta pour revenir dans cette série et éventuellement arracher des matchs? Je crois que la force principale en face, c'est LeBron James. Tu peux accepter, évidemment, tu défends du rush. Mais il faut limiter tous les autres. Kyrie Irving est trop fort. Kyrie Irving, c'est lui. Pour moi, c'est lui qui les remet en truc. Ouais, mais c'est ça. Si tu arrives à limiter. Ils n'ont pas les armes, tout simplement. Ou alors, il faut donner 35 minutes. Il faut donner 35 minutes à Tavares. Ouais, mais s'il n'y a pas Gomez sur le terrain, c'est naze. Non, mais c'est vrai. Tu me dis, on stoppe Kyrie Irving. Comment tu fais? Tu mets Schroeder dessus? Mais il va falloir à un moment donné que Schroeder et Jeff Teague a le droit d'être bon, gagner leur match-up. Là, aujourd'hui, ils ne gagnent pas leur match-up. Budenholzer a beaucoup essayé Jeff Teague et Schroeder, comme on fait un petit peu avec Isaiah Thomas aussi en face. Comme on fait avec Isaiah Thomas à Boston et Bradley. Seulement, Jeff Teague en poste 2, ça ne passe pas. C'est deux purs meneurs et Jeff Teague qui joue poste 2. Comme Laurie, par exemple, à Toronto avec Corey Joseph. Laurie peut se décaler en poste 2. Kyrie et Dellavedova, c'est pour ça qu'ils répondent comme ça. Et là, il arrive. Et là, ça marche pas. En fait, Schroeder, Teague, ça marche pas. Teague, c'est un joueur qui, sur des retours de passe, qui va mettre dedans. C'est pas un mec qui va shooter, attraper, tirer sur des sorties d'écran. Schroeder peut pas le faire non plus. Ces deux mecs ont besoin d'avoir la balle. Et je crois que je suis pas convaincu par pour l'instant les choix de Budenholzer. C'est qu'un match. Hein. Mais je dis Jeff Teague. Pour dire que Jeff Teague n'est pas un poste 2, j'ai pas besoin de regarder 28 matchs. D'accord. Pronostic 4-0.
Comme l'année dernière, parce qu'on se rappelle que l'année dernière, en finale de conférence, c'est ça, Atlanta s'est 4-0, fait ils n'avaient pas vu le jour. Et là, je pense qu'ils se sont fait peur un petit peu. Vraiment, Oui, alors, oui, légèrement. Mais ouais, mais ça compte, hein. Oui, ça Dans compte, le résumé ça d'un compte. match, Moi, je tu peux pense pas que- dire ils ont été souverains tout le match. Moi, c'est ça je que pense veux qu'ils dire. sortent de ce match avec Atlanta avec l'impression de se dire waouh, Ah ouais on n'a pas les armes, ouais, clairement. Ah ouais, ok, moi je vois pas le même match. Non, je vois évidemment Cleveland C'est passer. le même match, mais tu tardes sur 5 minutes. C'était pas 5 Sur minutes. 48. Moi je suis désolé, c'était pas 5 minutes. Ils font la différence dans les 5 dernières minutes, mais à partir de la moitié du troisième D'accord, quart-temps, il y a. mais Bon, bref, c'est Il y pas a grave. il y a un mano Je à dis mano, il y a un 4, mano à mano qui dure, mais il n'y a pas photo, Thomas. Ils étaient à plus 15. Enfin, moi je veux. Allez, Bon, bref. pronostic. 4-2 Cavs. Ils vont prendre des matchs à Je veux Atlanta. dire 0 ou 1 Bien aussi. sûr. Ouais. Raptors Heat, ça fait 1-0 pour Miami après un 102 à 96 dans le match 1. Un match fou avec égalisation de Kyle Lowry à la dernière seconde du milieu du terrain et puis un Dwayne Wade très solide en prolongation. Et Miami très solide en prolongation. Est-ce qu'on a une très grosse série et très longue série qui nous attend? Je ne pense pas. Moi non plus. Je ne pense pas parce que donc tu l'as bien vendu. Si je devais acheter un match, tu l'as bien vendu, mais C'était un bon match. T'es un peu un escroc là pour le coup, parce que moi j'ai trouvé le Heat dominant, fort en défense, fort sur ses points importants. Dragic très bon et moi je l'avais un peu pointé du doigt À juste titre, t'avais raison, face aux Hornets. Il n'avait pas été bon, les Hornets en avaient gagné 3 d'affilée, il s'est remis à jouer, ils ont terminé la série avec 2 victoires et deux bons matchs de Dragic. Là il est de nouveau très bon, le différentiel, le ratio par rapport à Kyle Lowry est monstrueux de Dragic, très bien donc avec Dwayne Wade. Et à l'intérieur, ils font le boulot. Liu Holding est très bien, Joe Johnson. On sent que c'est une équipe, ça leur a fait du bien de passer le premier tour. Et ça y est, on sent qu'on a toute l'expérience. Et ils ont de la chance, Toronto, d'accrocher des prolongations parce qu'ils sont quand même dominés dans les grandes largesses. Ils reviennent sur la fin un peu de manière inespérée. Moi, il y a un truc par rapport à cette équipe, c'est vraiment le ressenti collectif. Les mecs se trouvent bien, les mecs jouent, il n'y a personne qui fait la tronche. Bon, Whiteside, on en parlera dans 2 minutes parce qu'il faut qu'on parle de ce duel avec Valanciunas. Mais les mecs se sentent bien dans cette équipe, tu vois, ils prennent leur shoot, tu vois, ils ont leur shoot à eux. Joe Johnson, il joue un contre un, il le fera toute sa vie, Liu Holding met dedans à l'extérieur. Et tu as un patron, quoi. À un moment donné, Dwayne Wade sur la fin du match, sur la prolongation, mais tu sais que cette équipe va pas perdre parce qu'ils ont un gars qui va mettre des gros tirs. C'est comme contre les Hornets. Et pourtant, C'est- ils ont même tout si fait c'est pour le serré. perdre, hein. Ah, Ils ont tout fait pour le perdre. Et donc pour revenir sur ce duel des deux big men, on a un beau duel avec vraiment opposition de style. Et quand je vois Valanciunas qui fait un match à 24 points, 14 rebonds et qui reste malgré tout très peu servi, à part au tout début du match, eh ben je comprends pas. Kyle Lowry, t'es meneur de jeu, t'es pas bon au tir, ça arrive à tout le monde, c'est difficile. Je comprends, t'es le leader, mais mon gars, post-up là, boum, Valanciunas, tac, il fait l'amour à Whiteside. Il y a 2 choses intéressantes, il faut les disséquer. Il y a l'apport il y a l'impact de Jonas Valanciunas sur ses playoffs, et là il a encore confirmé face à Un bon défenseur, face à un bon défenseur entre guillemets, Hassan Whiteside. Il l'a dominé dans les de la tête et des épaules, il lui a marché dessus, et comme quoi finalement quand on a un pivot et que physiquement on travaille, parce qu'il n'était pas comme ça, Valanciunas physiquement il a travaillé aujourd'hui pour être un bœuf, mais qu'il a sa technique pour lui, et que lui il a bossé pour le coup depuis qu'il a 12 ans, eh ben, en face l'autre il a beau sauter au lustre, eh ben, il s'est fait manger. Et Hassan Whiteside, c'est un mec qui a des qualités athlétiques, qui a des bonnes petites mains, mais qui n'est jamais en attitude. Qui est d'une nonchalance. Il s'est tordu le genou. Il s'est tordu le genou en rentrant dans Valanciunas parce qu'il n'est pas prêt. Il roll, il pique comme ça, il roll, et puis il est là. Il joue comme si on était dimanche s'attend matin. pas à avoir la balle, il rentre dans un mec, vraiment, il je te jure. explose complètement au contact par rapport à l'autre marmule qui a un tronc comme ça. Et là-dessus, il va falloir qu'il bosse, Valanciunas, Whiteside. Il va falloir qu'il bosse vraiment. Après, il y a le truc Lowry. Il y a le truc de Kyle Lowry qui est très inquiétant pour les Raptors, et on peut même mettre DeRozan dans la même. Oui, ils sont dans les pires pourcentages de l'histoire. C'est de pire en pire. Moi, le fait de passer le premier tour, je me disais que ça allait être une libération, mais Kyle Lowry, les tirs qu'il prend, c'est les mêmes tirs qu'il prenait en Il en refuse même, c'est dingue. Les tirs qu'il prend, c'est les mêmes qu'il prend en saison régulière et qu'il mettait. Il est où le Kyle Lowry qui s'est fait un mano à mano avec Steph Curry en mettant 40 points, qui était à 2 doigts de faire tomber les Warriors en décembre dernier ou par là. Je comprends pas, je retrouve plus ces mecs-là. Et finalement, moi, je me suis fait tomber dessus, et à juste titre, parce qu'on me dit ah Lowry, tu vois ton Lowry en playoff. Et c'est vrai que pour l'instant, Kyle Lowry en playoff, c'est un trou noir. On ne le reconnaît plus, et c'est quand même là qu'on voit les grands joueurs. Donc, si je comprends bien, pour vous, c'est pas du tout rassurant pour Toronto qui va se faire plier très vite. Ah, le momentum est là pour moi, et clairement à Miami. Ils sortent d'une série avec l'avantage du terrain où ils sont dans le dur. Premier match, bam, ils sont tombés. Oui, mais tout va changer. Kyle Lowry, après le match, est allé shooter pendant 1 heure. Oui, il y a ces l'image, ça c'est les images kobiesques. Ah non, j'ai été nul, je vais te shooter. Mais c'est vrai, il a raison sur le principe. Hein. En plus, il était en mode capuche, gros pull, genre je vais maigrir, tu sais. Tu vois cette ambiance d'été là? Enfin, en tout cas, moi je la connais. Les mecs qui mettent des kawaii à la salle de sport, exactement. Ils ont 7 couches sur eux pour perdre. Bon, bref. Donc, espérons pour cette super franchise qui donne envie, qui a de l'allant et tout, que ces 2 leaders, DeRozan n'est pas mauvais, mais se réveille quoi. Se réveille tout simplement. Moi, je pense soit que meilleur. cette série risque de ne pas être longue. Je me trompe peut-être, c'est que à Toronto, tout le monde a step up. Valanciunas a step up. Le banc a step up. Même tout le monde. Norman Powell sort d'une. Ross met des tirs. c'est ça. Tout le monde est bon. Corey Joseph est super. Sauf les 2 leaders.
Patrick Patterson met des tirs. Tout le monde fait son taf, sauf les deux leaders. Biyombo est bon, sauf les deux leaders. Et ça, c'est quand même tragique, parce qu'on peut dire souvent, les mecs, mais il est tout seul. C'est ce qu'on dit un peu des fois avec Paul George à Indiana, même si je trouve ça un peu dur. Ah, mais Paul George, il est un peu seul et tout. Là, les deux, les deux superstars, ils ont une équipe derrière eux, et c'est eux qui déchirent terrible. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas bon signe. Pronostic 4-1. 4-1. Miami. On va se tromper, il y aura 7 matchs. Je vais dire 4-2, allez. Pour Miami. On passe à la conférence Ouest. Même principe pour la conférence Ouest, un petit mot pour débriefer le premier tour et puis on passe au deuxième. Il n'y a que 2 séries qui se sont terminées depuis notre dernière émission. La première c'est Warriors-Rockets, ça s'est terminé avec un 4-1 pour les Warriors et je vous laisse mettre un dernier clou sur le cercueil des Rockets parce que je sais que vous les adorez. Pas besoin, j'ai juste une petite couronne de fleurs et puis voilà. Bon, allez. Clippers-Blazers, ça a donné 4-2 pour les Blazers. Ils ont gagné les 2 dernières rencontres après les blessures de Chris Paul et Blake Griffin. Les Clippers donc n'ont pas tenu, c'est relativement logique. C'est logique, un match un peu tragique. Oui, pour Justin Rivers. Ah ouais, non. Le match 5. 5, pardon. Ouais. Un peu tragique. Les Clippers sont complètement passés au travers. On a eu une parodie un petit peu de Jamal Crawford. Ah ouais, et c'est là qu'on les attendait. C'est là qu'on attendait un petit peu Jamal Crawford. Ouais. Après, ils sont menés 3-2. Ils vont à Portland. Ils vont à Portland. Ils font un coup de bambou, les gars, sur la tête. Et derrière, à Portland, ils font un match. Là, pour le coup, on leur retire notre chapeau. Austin Rivers. Ouais, Austin Rivers, chapeau. Vraiment chapeau bas. Ouais. Moi, j'aurais aimé qu'il fasse ce match 6, mais le 5, pour qu'il y ait une vraie, tu vois... Voilà, mais en tout cas, je crois, pour finir sur les Clippers, je pense que perdre comme ils ont perdu cette année, c'est peut-être l'une des meilleures leçons pour revenir l'année prochaine vraiment fort. On a enfin aimé ces Clippers dans le combat, dans le fighting spirit, dans ne lâche rien, dans toutes ces valeurs-là qui faisaient que, ouais, mais ok, avec Voilé, vous êtes gentils, mais au bout d'un moment, il y a aussi se battre ensemble, être unis et tout. Et là, ils nous l'ont montré. Donc c'est plutôt bon pour la suite, j'ai envie de te dire, malgré l'élimination au premier tour. Après, le problème pour eux, c'est qu'ils prennent une leçon différente tous les ans. Ouais, non, mais c'est vrai que chaque année. À la fin, ils vont avoir une canne. Mais celle-là, c'est peut-être la plus importante, vraiment. Bah, ce sera important s'ils restent tous ensemble, s'ils passent des tours l'année prochaine, parce que si l'année prochaine, c'est encore le même scénario. Je te dis que. Bien sûr, mais t'as raison, mais je te comprends complètement. Ils ont montré des valeurs avec des trucs qui étaient intéressantes qu'on n'avait pas vu jusqu'à là. C'est vrai que Austin Rivers, moi, m'a fait plutôt kiffer. Il a quand même une soirée avec un œuf de pigeon. Il n'a pas serré de meuf pendant 6 mois, le gars. Il est horrible. Il a 11 points de suture. Quand tu joues NBA, même avec un bec de lièvre, ça passe. T'inquiète. T'as les infos. Non, mais c'est. Voilà, non, mais c'est vrai, je te rejoins sur. Il s'est passé un truc catastrophique pour cette franchise. Ils prenaient un coup de bambou. Mais le plus terrible qu'on puisse imaginer, perdre ses 2 meilleurs joueurs d'un coup comme ça et de perdre complètement ses espoirs de titre. Mais ils ont une espèce de fierté. Doc Rivers, tu sens que les mecs ont de l'âme et tout. Espérons pour eux qu'ils gardent le projet en état et puis qu'ils aillent chercher quelque chose l'année prochaine. Parce que sinon, il est temps que ça. Après, il faut pas que ça soit un nuage de fumée, il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est ça. La saison régulière des Clippers a quand même été compliquée. Il y a un vrai questionnement autour du duo Griffin-Paul. Quand on voit ce que fait Chris Paul seul, ou en tout cas quand on lui laisse clairement les clés du camion, c'est quand même pas pareil que quand il partage le leadership avec Blake Griffin. Il y a un vrai questionnement autour de ça à voir cet été pour les Clippers. Passons au deuxième tour, Warriors-Blazers. Ça a commencé et ça fait déjà 2-0 pour les Warriors. 110-99 dans le premier match et puis une victoire dans le 4e quart-temps avec une grosse prestation défensive dans le deuxième match. Ils sont en maîtrise même sans Stephen Curry, c'est impressionnant. Mais quelle équipe, franchement. Non mais, vous savez, il se passe des trucs en NBA. Alors, ils sont peut-être pas champions, mais cette équipe, on parle de cœur, d'âme, il se passe un truc extraordinaire dans leur salle. Il se passe un truc extraordinaire quand tu les vois jouer, tu sais que c'est pas une équipe comme toutes les autres. Et surtout avec la série Spurs Thunder, il se passe des trucs. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est les Warriors de l'année dernière. Sans Steph Curry, donc c'est encore plus fort. C'est-à-dire que par moment, ils démarrent mal leur match. Par moment, on les sent un peu dedans, ils sont pas adroits, je sais pas quoi. Mais il se passe toujours le truc qui fait que pendant 5, 6, 7 minutes, ils vont faire des stops et ils vont mettre des paniers. Il se passe tout, c'est toujours la même chose. Et ils savent comment gagner. Bah ouais, mais c'est c'est ça. Oui, t'as raison, c'est ça. Et même s'ils manquent leurs meilleurs joueurs, ils vont continuer à faire la même chose. Demande à Toronto s'ils savent comment gagner. Moi, on m'a dit, tu vois, c'est exactement ce type de truc. Savoir terminer un match, savoir terminer une série, eux savent le faire. Ils savent le faire et ils l'ont appris tout seuls comme des grands. Quand je vois, moi on m'a dit que sans Steph Curry, il faut mettre 30 points, il faut remplacer les 30 points. Et ben moi je vous dis qu'avec un gars comme Klay Thompson qui met dedans, il a mis quoi, 23 points en 3 matchs, un truc fou comme ça. Quand je vois Draymond Green qui se décuple, il est encore plus fort sans Steph Curry. Alors que pour moi, ses bonnes performances sont carrément liées à Steph Curry. Il arrive à faire encore plus de choses sur un terrain. Vraiment, on a une équipe là. Oui, j'ai rarement vu ça. Tu vois ce que je veux dire ? On peut citer les autres. L'apport de Bogut sur le match 1 est énorme. Après le match 2, c'est Ezeli. Livingston, super fort. Livingston qui remplace poste pour poste quand même Steph Curry. Dans un style totalement différent. Dans un registre complètement différent. Et on voit, il y a beaucoup moins de dribbles, beaucoup plus de passing game, de jeu d'écran, de sortie d'écran. Et c'est un jeu presque à l'Euroleague où beaucoup de passing game
ils ont une défense, et ça on n'en parle vraiment pas assez, ils ont une défense de fer. Donc c'est surtout sur des séquences. Ouais, sur des séquences collectives. 12 points autorisés dans le 4e quart-temps. Record de franchise. Et celui-là, pourtant, Portland était bien revenu après sa rouste du premier match. Ouais. Et celui-là, il l'avait presque entre les mains. Alors, je pense qu'ils se sont vus gagner. Pour le coup, gagner. ils savent pas encore comment gagner. Peut-être Lillard sait le faire, mais il est peut-être un peu seul dans cette équipe. Je pense pas qu'ils se voyaient déjà faire. Je pense qu'ils, tu vois, quand ils sont dans le 3e quart-temps et que Lillard est bien, il fait taire la salle, il peut faire des trucs comme ça. 17 points dans le 3e Il est fort, il met des tirs. Mais je pense que les Blazers se voient gagner à ce moment-là. Peut-être, mais il est encore un petit peu. Justement, eux, ils savent pas encore gagner. J'espère que ça leur arrivera. Mais les Warriors sont champions de titre, puis ils sont construits aussi par des défaites en playoff. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, cette équipe-là, elle sait à quel moment il faut défendre, à quel moment du match, on peut faire tourner le truc, et puis voilà. Juste comme ça, à la fin début du 4e quart-temps, il y a 87-76 pour les Blazers, ça finit quand même à 110-99, il y a un différentiel de combien exactement? De 22 points en 10 minutes. Il y a quasiment 32-12 ou 34-12 sur le voilà, c'est incroyable. Quart-temps. Une petite question, combien ils auraient gagné de matchs sans Stephen Curry sur toute une saison? C'est une bonne question, toi. Je pense qu'ils auraient pu taper les 50, allez, presque 60 quoi. Déjà 60 c'est énorme. Tu vois, entre 50 et 60, ça veut dire que tu fais une super saison. 60 à l'époque. Ouais, moi aussi. 60 carrément. Mais parce que c'est une équipe qui joue super bien au basket, qui a des super bons basketteurs et qui ont des bons coachs. Aujourd'hui, Klay Thompson, c'est un joueur majeur de NBA. Draymond Green, c'est l'un des meilleurs à son poste, qu'on aime pas. Ce qu'il produit, en tout cas en chiffres, c'est très bon. Bogut, Ezeli, ils sont doublés sur tous les postes. Je suis désolé. C'est une équipe qui, même sans Curry, n'est pas favori au titre, mais est prétendante au titre. Le fond de jeu est tellement important. L'alchimie d'équipe, on n'en parle pas assez. Les Rockets, c'est tout l'inverse. L'alchimie d'équipe, t'as une alchimie. Portland a une alchimie d'équipe. Et ben, ils vont en play-off. J'allais dire que justement, tu parlais de Rockets, ça pouvait relancer le débat Harden-Thompson. Bon, on en parlera dans le débat, écoute. 2-0 donc pour les Warriors qui en plus peuvent se payer le luxe d'être prudents avec Curry puisqu'ils continuent de gagner. Il faut le faire jouer. Faut le faire jouer au bout d'un moment. Faut qu'il retrouve le rythme. C'est bien beau d'être trop prudent, mais ça dépend de son état aussi. S'il peut pas jouer, il peut pas jouer. C'est sûr. Mais faut trouver attention de ne pas être trop prudent. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas à le forcer pour l'instant à revenir. Non, oui, t'as raison. S'il n'est pas sûr d'être. Le truc, c'est que s'il y a un sweep et que t'as une semaine parce que l'autre série va en 7 matchs, bon courage d'arriver. Les gens ils seront chaud patate en face. Rien ne remplace la compétition dans le rythme. C'est sûr. Bon, après, il y a toujours les deux écoles, la semaine de repos. Je sais pas si on valide les stats au bout d'un moment. Ils sont jeunes, les Warriors. Ils ont besoin de jouer, je pense. Ouais, plus que de repos. Les pronos, il y a déjà 2-0. Moi, je veux que Portland me prenne un match. Moi aussi, 4-1. Allez, 4-1 pour tout le monde. Spurs, Thunder, là, ça fait un partout. Match 1, 124-92. Match 2, 98-97. On va reprendre dans l'ordre de l'ordre chronologique. On va commencer par ce match 2 avec 5 fautes non sifflées selon la NBA. Extraordinaire. C'est elle qui l'avoue officiellement en fin de match. Tu vois, ça, c'était mon flop. Il faudra qu'on y... juste donc cette dernière action, pied sur la ligne, coup de coude à Manu Ginobili, un maillot tiré, 2 maillots tirés. On a même Steven Adams qui est retenu par un spectateur quand même dans les tribunes, ça c'est quand même fou. Incroyable. Et donc finalement, c'est une femme qui le tient. Au poignet, il est très fin. J'ai bien reconnu en plus, elle a le bracelet. Ou alors c'est Michel de la Star Academy. En tout cas, c'est quand même donc il y a un airball de Patty Mills et ça fait une victoire très polémique. Qu'est-ce qu'il aurait fallu siffler? Qu'est-ce qu'il aurait fallu ne pas siffler? Est-ce qu'il y a une équipe qui se fait avoir, pas l'autre? Est-ce qu'on doit rien dire? Alors attends, déjà viens sur la première phase de Waiters parce que c'est pas ça la première phase. La première phase, c'est que Ginobili marche légèrement sur la ligne. Moi, je pense qu'à ce moment-là, tu peux siffler. Je pense qu'à ce moment-là, l'arbitre doit faire tut. Recule un peu. C'est vrai. Nous, à nos niveaux à la con, c'est ce qui se passe. Il y a moins d'ambiance aussi. Monsieur Ginobili, recule un tout petit peu. C'est vrai, je pense que là, il ne le fait pas. Bon, après, attention. Mais je te dis pas qu'il fasse un truc de fou. Je te dis juste que s'il regarde le pied et tout, l'autre, il lui fait signe un peu quand même. Waiters, on voit bien qu'il fait ça. L'arbitre peut siffler, dire recule un tout petit peu et après faire la remise. Bon, il le fait pas. Après, sur le geste, il est quand même énorme et l'arbitre. Et l'arbitre, il est à côté. Mais seulement, moi, j'ai l'impression que quand tu siffles pas tout de suite, après, c'est un effet boule de neige. Et là, le problème, c'est que la boule de neige, elle est devenue monstrueuse en l'espace de 10 secondes. Alors, par rapport à cette action, il siffle pas le petit pied. C'est minime, il mord de ça. Mais le truc, c'est que il vient de se passer une action que personne n'avait jamais vue. En NBA, les arbitres, après le match, ont dit c'est une action, je ne sais même pas s'il y a ça dans le règlement. En fait. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il fallait siffler. Alors, tu dis faute offensive, je pense que c'est le moins grave. Donc, ça veut dire balle aux Spurs, remise en jeu sur un côté, donc c'est une influence énorme. Ou alors, faute technique avec des lancers francs, tu siffles quelque chose. Parce que je suis désolé, à partir du moment où, tu vois, il y a la passe en l'air là, ils récupèrent la balle, donc oui, ils ont une chance de gagner, mais l'action, elle veut tellement rien dire, c'est le bordel, tu prends un tir à l'arrache, à défaut, des machins, tout est le bordel. Les arbitres auraient dû dire, fou, on siffle,
balle aux Spurs sur le côté. Remettre de l'ordre avant que ça dégénère comme ça dégénéré. Après, c'est les tranchées, ils sont tous par terre, ils font n'importe quoi, ça s'arrache. Il y a faute sur Aldridge à la fin. Il y a faute, tu vois, mais ça fait partie du jeu. C'est même pas ça le problème, c'est avant. Ça fait une partie marrante. Et surtout, moi, ce qui fait que j'ai pas envie d'en polémique non, c'est pas polémique. J'ai pas envie d'en débattre 2 heures, c'est que finalement, la logique du basket a été respectée parce qu'OKC gagne et OKC mérite de gagner sur sa C'est ma question suivante. Voilà. Le seul truc, moi, qui me gêne vraiment, c'est que les bourgeois là, des premiers rangs là, il va falloir qu'ils se calment un petit peu. Les mecs, c'est bien de chambrer, comme Spike Lee savait faire et tout, mais les petits bourgeois dont personne ne connaît qui attrapent les bras de. Il envoie les petits bourgeois, ça se trouve, la meuf, c'était une invitation, elle aurait ça. Il faut pas avoir peur quand même pour tenir Steven Adams. C'est très bizarre. Mais lui, c'est un garçon, ça se voit que c'est un mec intelligent. Alors on peut il fait un mouvement. Il fait un mouvement et gros, il est dans le truc, on lui retire le bras, il retire son bras. Après, il se retourne, il va pas l'invectiver plus que ça. Il parle un peu, il en fait pas. Il a gagné surtout. Mais elle aurait mérité, je sais pas, t'imagines, tu tombes, c'est Adams. Imagine, tu fais ça à Ron Artest, tu fais ça à Dennis Rodman. Il la gifle et tout ça. Mais c'est presque mérité. Ça ne mérite en rien une gifle dans la gueule. Pas de la violence, mais. Tu pètes les plombs, le gars. Mais la violence, la violence. Bah non. À chaud, les gars, vous demandez à. Mais non, mais arrête avec tes à chaud là. Quand tu vas au tribunal, t'es pas à chaud. Mais oui. Rien ne justifie la violence. Mais. Une feinte au moins, tu sais. Une feinte, c'est drôle. Bon, donc les Spurs ne perdent pas là. Revenons sur le match aussi. Sur le match. Les Spurs sont. Donc, on va très peu revenir sur le match 1 où San Antonio. Démonstration. Voilà, Greg Popovich a dit on a fait notre meilleur match de la saison, ils ont fait leur pire. Voilà, très bien. Résumé. Il n'y a pas photo. Extraordinaire. Mais par contre, je pense qu'ils ont quand même pris une bonne tarte, là, pour le coup, OKC sur le match 1. Et le début de match, le match 2, on savait qu'ils allaient revenir avec leur force première, une vraie envie, une vraie agressivité. Mais si San Antonio arrivait à garder un petit peu la tête froide, je pense qu'ils pouvaient vraiment les faire douter. Le problème, c'est que San Antonio, j'ai rarement vu les Spurs être aussi mauvais sur un quart-temps et sur un début de match. Il y a un vrai problème autour de Tim Duncan qui est. Ok, c'est Tim Duncan, il est quand même dans la grande difficulté et son temps de jeu reste quand même de plus de 20 minutes. 28 minutes, c'est énorme. C'est trop. Ah ouais, il rate des layups, Kawhi Leonard. Et moi, j'ai quand même une vraie interrogation autour de Kawhi Leonard qu'on a encensé. À juste titre, cette année. Mais moi, souvenez-vous les playoffs l'année dernière face aux Clippers, match 6 et 7, passe un peu au travers. C'est pas ce qu'on attend d'un franchise player. Voilà, on le compare au top du top. C'est sa première année, moi c'est ce que j'allais dire. Année de on va pas comparer. Attends, tu vas pas comparer James Harden à Casey James Harden. Donc continuez si vous voulez. Mais non, c'est sa première année là. C'est sa première année. Non, tu me laisses finir mon truc. C'est sa première année. Vas-y, finis mon grand, t'as fini. Moi, je suis désolé, j'ai quelques doutes, pas de certitude, j'ai quelques doutes autour du leadership de Kawhi Leonard. C'est ce que j'ai vu sur ce match 2 quand il est dans le 4e quart-temps. Il est quand même assez discret. Il fait un match où il est plutôt discret parce que c'est même pas un match où il passe au travers, où il dit donnez-moi la balle, là. Ok, il y a Aldridge à côté et tout, mais il est transparent. Je le trouve transparent d'un côté, d'un terrain et de l'autre aussi parce que Kevin Durant est très fort. Voilà, et je trouve que quand tu es un leader, Paul George, il se déchire, il va avoir des pourcentages dégueux, mais on va le voir. Lui, on l'a pas vu. Et c'est là que je dis, c'est dans ces matchs-là qu'on va faire de lui un futur MVP ou un futur franchise player. Voilà. Et là, pour l'instant, moi, je prends les matchs 6 et 7 face aux Clippers CNR. Je prends ce match 2 face à OKC. Et je dis, j'attends quand même que ton équipe soit à -5 et que tu mettes 15 points dans un 4e quart-temps et que tu fasses gagner ton équipe. Citez-moi un match où Kawhi Leonard a fait ça, messieurs. Alors, c'est bon, t'as fini là? J'ai fini. Ok, super. C'était bizarre ce cri. Non, mais si je peux pas finir mes trucs, il est tout le temps en train de me couper, c'est compliqué. Oh, je suis tout le temps en train de te couper. Non, c'est pas vrai, quelle biche, on va te coiffer. Non, mais attends, alors, l'année dernière, Kawhi n'était pas le Kawhi de maintenant, je pense qu'on est d'accord. Oui, on attend plus sur ce match-là. Oui, on attend. Tu as raison, il a été plutôt discret, c'est des évidences. Mais comment on peut dissocier le Kawhi Leonard du premier match où il surdomine tout le monde. Attends, il surdomine, il est extraordinairement fort. Tu vas pas dire, bah là je sens pas que l'MVP, il est trop fort, c'est peut-être grâce à lui que les Spurs sont si forts. Puis il passe à côté. Ou l'inverse. Est-ce qu'il n'est pas fort? Est-ce qu'il n'est pas si fort parce qu'il est chez les Spurs? Peut-être. Moi, je te dis autre chose. Je te dis que là, il y a un match où tu as un gars qui est Lamarcus Aldridge qui marche sur l'eau. Il est super fort. Punaise. Pour une fois qu'il y a un franchise player, parce que c'est lui le franchise player qui donne la balle à l'autre franchise player sans dire « Oh non, mais moi je vais les prendre. » Attends, t'as le droit d'avoir aussi une bonne mentalité. Tu vois, le système de jeu fait que c'est pour Aldridge à la fin. Lamarcus Aldridge a 39 points et demi de moyenne sur les 2 matchs. Mais c'est ça, je comprends pas. Mais t'as raison, il a été discret. Il est à 33 sur 44. Les doutes que j'ai mis là, c'est des doutes qui existent depuis un certain temps autour du joueur Kawhi Leonard. Quand tout roule, effectivement, c'est un rouleau compresseur, c'est un physique qui progresse dans le tir, qui a un bon dribble, qui est un défenseur. Qui est devenu fort, qui est devenu un All-Star. Il n'y a pas photo. Attention, je suis en train de comparer sur un poste en NBA où il y a des monstres, Kevin Durant, LeBron James, Paul George,
Kawhi Leonard, donc il y en a, je dois en oublier certainement. Alors donc ça veut dire que si... Moi, je te dis juste, j'attends de voir la série. D'accord. Je n'ai pas de conclusion définitive sur ce mec-là. Je dis que déjà que c'est un mec un petit peu introverti. Totalement introverti, horrible. Ses interviews sont d'un ennui terrible. Moi, je trouve, j'ai envie de voir ce mec-là quand son équipe est vraiment dans le dur. Qui disent qu'il ait la balle, qu'il mette, je sais pas, même qu'il ait des séquences de 7-8 points pour refaire passer son équipe devant. Est-ce que c'est ça les Spurs? C'est pas ça les Spurs. Non, mais après, je vois ce qu'il veut dire. Duncan a fait ça, Parker a fait ça, Ginobili a fait ça sur des séquences. Donc c'est à son tour. Voilà, c'est à son tour. Après, c'est ça. Moi, je vois ce que tu veux dire. Après, pour modérer, je dirais que c'est vrai qu'il est encore jeune, déjà jeune tout court, et jeune dans son rôle de franchise player. Donc, il va falloir des matchs références. C'est quand même marrant qu'on soit. Il va falloir des matchs références. Ouais, mais d'accord, mais LeBron, on lui a jamais fait ces cadeaux-là. Aujourd'hui, il est comparé à ces mecs-là, c'est les mêmes postes. Non, mais LeBron, il était franchise player dès le premier jour. Oui, je comprends pas. Attends, mais aujourd'hui, le gars, ça fait 2 ans qu'il est. Mais c'est sa première vraiment année où tu sens qu'il a step up et qu'il est au niveau. Attends, avant de le comparer à personne. Non, l'année dernière, il a attendu en fait. L'année dernière. Non, mais c'est sur les mêmes postes. Mais justement, là, il est comparé à Durant, on le compare à Paul George, c'est les mêmes postes. Je suis d'accord dans ce que tu dis qu'il va falloir des matchs références. Voilà. Moi, pour l'instant, il me manque les matchs références de Kawhi Leonard. Ce qui va me dire, ce mec-là, oui, un jour, il pourrait être MVP de la Ligue. Voilà, c'est tout. J'adore ce joueur, il est magnifique. Maintenant, je veux qu'il me montre un peu des qualités hors technique et hors physique, qu'il me montre des qualités mentales. Voilà. On est en play-off, c'est donc là qu'il va pouvoir le montrer. Lamarcus Aldridge est donc à 39 points et demi, à 33 sur 44 au shoot pour Lamarcus Aldridge à 39,5. Est-ce que c'est le meilleur joueur de la Terre? En ce moment, clairement, sur ces deux matchs-là, oui. En ce moment, clairement, il fait une misère. Est-ce qu'il est meilleur que Michael Jordan? Il fait une misère à Ibaka, mais moi, je suis pas surpris. On connaît les qualités de ce mec. Cette année, il est monté vraiment crescendo et gentiment crescendo. J'avais même dit dans une émission, dans d'autres studios, que moi, Lamarcus Aldridge, j'en attendais beaucoup plus de lui. Et là, pour le coup, là, il se gave. Maintenant, je pense que la série, moi, je garde l'avantage pour les Spurs. Je pense qu'ils sont rentrés. Le match 2, ça a été un match brouillon. À l'image de la fin, c'est ce que tu dis, Thomas. À l'image de la fin, tout le monde se jette partout. Et ça, c'est pas un type de basket qui correspond aux Spurs. C'était pas cadré. J'ai pas reconnu le Spurs basket. Le Spurs basketball, t'as reconnu le Spurs basketball sur le match 2? Moi, tu sais, la force des Spurs, elle est où à un moment donné? C'est qu'il y a un gars qui est chaud et ils arrivent à lui donner la balle dans les positions qu'il aime. Pick and pop, bam. Allez, ce sera un autre débat. Pronostic. Moi, je dis les Spurs 4-2, c'était trop brouillon. Ils ont perdu beaucoup de ballons, Thomas. Mais j'entends, il est alors. Donc voilà, donc c'était pas le Spurs basketball. Il revient dans le 4-2. 4-3, moi j'ai envie de voir une super série des Spurs. 4-2 de mon côté et on passe aux news. Size up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. Les Lakers ont trouvé un nouveau coach et c'est un ancien de la maison, Luke Walton, retraité en 2013. Il est déjà de retour, le demi-coach de l'année, ou à quelques voix, on ne sait pas trop. Bon. 39-4, son bilan c'est 0 victoire, 0 défaite, en vrai. Mais son vrai bilan c'est 39-4 avec un 24-0 en début de saison et il a déjà dit que le triangle ne serait pas forcément l'option. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le triangle, de toute façon, lui, les Lakers, il n'a aucune obligation de faire le triangle. On lui a posé la question, il a dit... Ça m'inspire, c'est que les Lakers sont des jeunes joueurs avec un certain potentiel qui reste à confirmer et qui prennent un coach avec un certain potentiel qui reste à confirmer. Donc c'est très bien, l'avenir leur appartient et on leur souhaite le meilleur. Ouais, la semaine dernière, on disait, d'ailleurs beaucoup de gens qui regardent le basket disaient que Messina était leur choix favori. Quand ils ont signé Luke Walton, moi je me suis dit bravo les gars. Parce qu'à un moment donné, ils ont des échéances qui vont arriver très rapidement. Leur première échéance, c'était de virer Byron Scott, puis de trouver un coach. Ils ont trouvé Luke Walton qui n'a pas bégayé 2 minutes. Hein. Tu vois, on parle des Knicks et des Lakers. Ils ont fait leur entretien, ils ont discuté. Mon gars, le lendemain, ils ont fait c'est signé, tout va bien. Parce qu'il y a des trucs plus attractifs que d'autres. Et je crois que le truc des Lakers, ça va très bien avec Luke Walton. Vraiment, là, ils sont, tu l'as dit, coach à potentiel, équipe à potentiel. Tout va bien. Maintenant, tout reste le plus dur à faire. Le plus dur reste à faire. Ouais, là, c'est le tout début. Pour Messina, là, apparemment, pour avoir un peu eu 2-3 infos, il attendrait gentiment la relève de Popovic. Et il n'aurait pas tort de le faire. Il n'aurait pas tort de le faire. C'est plutôt une bonne idée. Rudy Gobert, pas de TQO pour lui. Il l'a annoncé à Move, il l'a annoncé à Canal Plus Afrique aussi, je crois. Besoin de se soigner. Le Jazz le veut en Utah. Il va falloir négocier une prolongation de contrat aussi. Ça paraît normal. Voilà. C'est ce qu'il nous a confirmé un peu quand on l'a croisé à Bercy ce week-end là. Hein, il nous a dit. Il est blessé. Il est blessé. Déjà, sa cheville, c'est quand même un peu hard. Il n'a même pas pu faire le déplacement à Los Angeles pour le dernier match, les fameux 60 points de Kobe. Voilà, pas de TQO, c'est une mauvaise nouvelle pour nous Français. Après, on s'y attendait. Faut se faire une raison, les gars. Hein. Patrick Bisley on était dans la confidence, hein, décidément, ce week-end. Patrick Bisley, le DTN donc, de l'équipe de France, nous a confirmé qu'il avait plusieurs plans jusqu'à D.
Non, Il avait l'air confiant. il avait l'air plutôt confiant et optimiste. Oh, tant mieux, voilà. On a juste essayé de lui dire que pour Jodassin, s'il avait un plan A, B, C, D, non, il restait au plan A et il n'y avait que Jodassin, donc là on était un peu déçus. Ça c'est fou, c'est chanté dans toutes les salles de France. Ouais. C'est demandé. C'est demandé maintenant. C'est assez dingue. Donc c'est le début d'une série de forfaits, on va le dire. Fournier, Lauvergne, Batum, c'est en fin de contrat. Accepté. Alors, on avait eu un after là-dessus. De mémoire, les contrats, donc il y a la semaine là où les gens de la NBA discutent, c'est du 3 au 10, je crois que c'est ça, un truc comme ça. C'est jusqu'au 10, ouais. C'est ça. Et le Tekio, c'est quoi, le 4 au major? C'est en plein dedans. Voilà, c'est jusqu'au 11, donc il faut juste accepter. On va pas dire là les contrats, les gars, c'est leur vie, ils vont pas dire bah non, je vais au Tekio me blesser. Voilà. Ils vont signer leur contrat, ils seront là au JO si on va au JO. Ouais, et qu'on nous épargne le couplet, ils sont pas patriotes et machin et tout ça. C'est quand même tu vas y avoir le droit. Je sais bien, mais c'est leur vie, c'est leur travail. Et puis ils sont là tous les étés, ils gagnent pas d'argent quand ils jouent avec l'équipe de France. Enfin, tu vois. Je veux dire, le mec va pas aller se casser un genou en deux s'il peut gagner 100 millions. Ah non, ça c'est clair que moi, pour rien au monde, je refuserais les 100 millions. C'est toujours facile quand on n'a pas le dilemme, je suppose. La dernière nouvelle de la semaine, est-ce qu'on a une musique, Paul, s'il te plaît? Allez, Paul, non? Bon, en tout cas, c'est Space Jam. Space Jam 2, on l'a mis dans les actus parce que vous vouliez absolument en parler. Oui. C'est un événement. Ils ont broke the internet, comme Kim. LeBron James sera dans Space Jam 2. Merci, Paul. Merci, Paul Arrêt. C'était lourd, hein. Au-delà du fait que Space Jam est un des films que tout le monde a vu, basketteur, pas basketteur et tout ça, déjà c'est LeBron James qui reprend, il y avait eu des rumeurs il y a quelques mois, là c'est confirmé, LeBron sera dans Space Jam 2. Moi je suis content de voir tout ça, genre, c'est cool, il n'y a jamais de film sur le basket, pourquoi pas LeBron en pote de Bugs Bunny. En fait, ils ont regardé Kevin Durant dans Thunderstruck, ils ont fait non, on va prendre LeBron James. Ouais, tu m'étonnes. Ils vont prendre DeRozan et Laurie, mais ils joueront les gentils par contre. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, voilà pour cette j'ai hâte que ça sorte, moi je suis curieux de voir la suite. On a une date ou non? Non, c'est vraiment loin là. C'est l'officialisation qu'il y aurait un film. Mais LeBron James c'est un bon acteur, souvenez-vous, on avait fait un after des pubs, on avait un after des pubs et il était plutôt marrant. Et au-delà des pubs, il a joué dans Trainwreck de Amy Schumer il y a quelques temps et il était très très bon. Il jouait un mec hyper radin et tout, tu vois, il est avec son pote, il mange, il coupe l'addition en deux, il calcule tout. Enfin, il est plutôt marrant dans c'est vrai. En ce moment, il y a une pub pour Kia qui tourne énormément aux États-Unis et c'est vrai que c'est un acteur, quoi. Et tu sens qu'il est à l'aise. Il est bien, dans le côté comique, il gère plutôt pas mal. On passe au débat de la semaine. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice. Il marque beaucoup de points, il défend un peu moins. James Harden a failli être MVP, mais il a eu beaucoup de mal à porter son équipe cette saison. James Harden est-il une superstar? James Harden est-il le nouveau Tracy McGrady? James Harden aime-t-il le risotto? Autant de questions brûlantes que nous allons aborder dans notre débat de la semaine. Messieurs, James Harden est-il une superstar? Oui. Pour moi, oui. Oui. Alors, parce que le fait qu'on se pose la question, c'est qu'il y a quand même certaines interrogations autour de lui. Ne me bouffe pas mes trucs, oui. Hein. Mais ça reste une superstar déjà pour des stats. 2e meilleur scoreur de la ligue, 6e meilleur passeur. Son équipe est quand même en playoff. L'année dernière, ils font quand même finale de conférence. Et lui, il finit 2e au vote de MVP. Puis James Harden, c'est une gueule, c'est un look. Attends, laisse-moi finir. C'est un vrai talent. Les gars, c'est quoi votre problème? On dirait deux mecs qui font les marioles qui veulent le matin dans la sortie du collège. Attends, je vais pas finir mes trucs. Justement, tu finis, merci. Donc voilà, oui, James Harden est une superstar au sens sportif et au sens marketing du terme. Maintenant, effectivement, il est dans une période où il va falloir aussi qu'il évolue. Mais ça n'empêche qu'il est une superstar. Alors, deux questions qui se posent. La première, c'est les deux thèmes qui reviennent de toute façon. Alors, tu en as parlé tout de suite. Est-ce que... C'est très bête, il y a quelqu'un qui nous l'a dit sur Twitter, je suis désolé, j'ai pas relevé le pseudo. Est-ce que s'il n'avait pas sa barbe, il serait aussi connu et aussi considéré comme une superstar si c'était pas cette icône marketing qui fait la barbe, la crête, etc. Je crois que ça. Quand tu dis oui, c'est une superstar et que le deuxième argument c'est une gueule, c'est un truc, c'est mauvais signe. Je dis pas que ça compte pas. C'est mon deuxième argument, ça. J'ai dit meilleur scoreur de la ligue, j'ai fait tout ça. Oui, mais tu m'as fait le sportif. Oui, mais le sportif. Alors, brièvement là-dessus. Voilà, clairement, oui, il a réussi à construire une image. El Barbudo, oui, machin. Mais je crois que. Ça a été surfait, clairement, son énorme contrat avec Adidas. Tout ça, on fait que, du point de vue marketing, oui, évidemment, c'est une superstar, on le voit partout, je sais pas quoi. Mais est-ce que c'est là-dessus que nous, le Hoopcast, on va dire c'est une superstar ou c'est pas une superstar? J'ai envie de te dire que sur le sportif, il est deuxième meilleur scoreur de la ligue, tu m'as dit. Il est deuxième au MVP l'année dernière, ça compte énormément. Mais moi, une superstar, et on peut avoir le même débat sur Carmelo Anthony, une superstar, c'est les résultats. Finale de conférence l'année dernière, je dis pas le contraire. Pas leader. Pas d'ambiance, pas d'âme, il n'arrive pas à emmener ses coéquipiers avec lui, il n'est pas encore champion, il fait une finale avec OKC, c'est pas lui le leader, enfin jusqu'à preuve du contraire. Je crois qu'aujourd'hui, le truc de superstar, comme on aime beaucoup parler de jeu, il est galvaudé.
C'est-à-dire que c'est une superstar offensive, je sais pas quoi, mais tu peux pas ne pas montrer l'exemple comme il le fait en défense et ne pas être aussi peu leader dans une équipe. Et, alors ça, voilà. Et dire que t'es une superstar, bien sûr. Et alors ça, voilà, c'est le deuxième truc qui revient et qui revient forcément dans tous les commentaires, et j'ai pas mis les pseudos de tout le monde, c'est la défense. J'ai pris Arnaud sur Twitter, on avait parlé de Tracy McGrady sur Twitter, T-Mac était 2 crans au-dessus offensivement et surtout il savait défendre quand il voulait. Alors on va pas aborder le côté offensif d'abord, mais voilà, est-ce que pour devenir une vraie superstar, il faut qu'il vienne un défenseur? Je vais répondre à ça. On a tendance à oublier que James Harden et OKC défendaient. Mais c'était à combien de temps maintenant? Non mais est-ce que je peux finir une phrase sans que tu... Bah oui, tu viens de la finir et je te dis non. Non, c'est une virgule. On s'en fout, ce théâtre, quoi. Il était, même quand il était au collège en 6e, il défendait. Quel rapport avec maintenant? Donc je veux dire que moi, à Houston, quand il est arrivé, souvenez-vous, et c'est en ça que c'est une superstar, quand il arrive à Houston, regarde la ville comme la ville l'attend, comme on connaît le potentiel de ce mec, et ce qu'il en fait très vite, il retrouve les playoffs à l'époque. Il retrouve les playoffs. Ils sont à 2 doigts de sortir au Kessie, même si Westbrook se blesse avec l'accrochage avec comment il s'appelle, Patrick Beverley. Donc voilà, en ça, il y a une superstar. C'est un talent. Et c'est là que moi tu dis que c'est galvaudé, je suis pas d'accord avec ça. C'est un talent exceptionnel. C'est vrai. C'est un talent exceptionnel qui, je te dis, jusqu'à l'année dernière, et même sur sa fin de saison, qui est énorme et qui se rapproche de ce que peut faire un Steph Curry. Après, il n'a pas l'entourage, il n'a pas l'équipe aujourd'hui, et il le mérite peut-être pas. Pour, à ton sens, être considéré comme une superstar. Mais quand on a un talent... Je parle pas d'entourage, même. Non, mais l'entourage, des joueurs. On s'en fout, non, de ça. C'est pas ça une superstar à un moment donné. Mais alors, moi, tu vois, les résultats, je n'ai même pas envie qu'on rentre là-dedans. Parce qu'il fait une finale de conférence, c'est exceptionnel, surtout à l'Ouest. Bravo, les gars, bravo. Mais alors, à un moment donné. Qu'est-ce qu'il te faut? Moi, je pense qu'il a peut-être pas trouvé son coach. Et je pense que toutes les superstars sont assimilées à un coach. Et c'est vrai qu'à Houston, honnêtement, même si avec son arrivée, Daryl Morey avait même été élu, me semble, GM de la saison, l'arrivée de Dwight Howard, on avait envie d'y croire et tout. Et c'est vrai qu'ils se sont trompés là-dessus et qu'il y a eu des mauvais choix de la franchise. Je pense qu'il est un petit peu, c'est lui qui a poussé un peu au départ de Kevin McHale. Il se retrouve quand même avec JB Bickerstaff au coaching, qui est un jeune coach. Mais ouais, non, mais c'est pas comme ça que ça doit marcher pour lui. Aujourd'hui, pour moi, c'est une superstar, mais il peut très vite, il est sur une pente savonneuse. Et c'est à lui, dans son attitude. Mais il n'a pas l'attitude, ça. Alors voilà, on va peut-être venir là-dessus aussi, le côté leadership. On parle de l'entourage, etc. Je prends un exemple tout bête qui s'est passé. Je vois Paul George, qui est avec une équipe d'Indiana. Qui est moins forte. Il y a des vaillants, mais il y a quand même que des joueurs moyens autour de lui. Ils sont tous interchangeables, plus ou moins, en tout cas au poste de titulaire. Il les porte, et il le dit lui-même en conférence de presse, je dois montrer l'exemple tout le temps, en attaque, en défense, tout le temps, etc. C'est vrai qu'on ne ressent pas la même chose avec Harden, qui est pourtant quand même si Howard est en dessous de ce qu'il était, ça reste Dwight Howard, il y a du monde autour de lui. Donc c'est ça aussi peut-être qu'on lui reproche. Il devrait les emmener plus haut. Mais tu compares Indiana qui est tenu avec un Larry Bird, avec un Frank Vogel dont on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Moi je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas une superstar seule ou alors tu es un acteur. Et je trouve que James Harden, il a toutes les qualités basket pour être une superstar, les qualités marketing aussi, ça compte. Ça compte, mais qu'aujourd'hui, à Houston, sur des mauvais choix qu'ils ont pu faire autour des coachs, autour de l'arrivée de Dwight Howard, comme par hasard, hein, ce fameux mec dont tu nous défendais les... Mais moi, je continue à penser ce que je pensais à Noël. James Harden n'est pas une superstar, mais Dwight Howard n'est pas le plus gros flop de... Bref. Non, superstar d'Orlando, mais il ne faut pas tout mélanger. Non, mais par contexte, encore, tu vois... Bah si, clairement. Mais si lui était une superstar Orlando, comment James Harden ne peut pas être une superstar à Houston? C'est ça, c'est là où je te suis plus. James Harden est une superstar. Ceci dit, ça peut ne pas durer. C'est là, moi, où je veux un petit peu nuancer les trucs. Ça peut ne pas durer. Aujourd'hui, déjà, sur les qualités basket, c'est l'un des plus beaux attaquants de la NBA. Ça fait des années qu'il peut jouer. On l'a vu sur des séquences face aux Warriors, qui est l'une des meilleures défenses de la Ligue. Les rendre complètement fous, mettre des tirs pour la gagne. C'est un mec qui tue des matchs au buzzer. C'est un mec qui fait sur un terrain en attaque tout ce qui nous fait rêver, tout ce qui nous plaît. Il n'y a pas que Steph Curry, les gars. C'est ça que je veux dire. Et au bout d'un moment, je pense qu'il doit faire des efforts, mais qu'on doit aussi lui construire une équipe. Parce que si on lui construit une équipe autour de lui, je pense qu'il peut aller très haut. Quel type de joueur autour de lui il faut? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut régler ce problème de meneur. Beverly, c'est un mec qui sort du banc, qui amène de la rage. Moi, je trouve il faut un meneur un peu structuré. Ah ouais, non, mais pas une star, pas une superstar, mais un meneur un peu carré. Mais c'est lui le meneur, justement. C'est ça le problème de cette équipe. C'est qu'à un moment donné, j'entends ce que tu dis. Il le faisait au KC aussi, de dépanner en deuxième meneur. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, à Houston, le meneur, à aucun moment, c'est Beverley. Enfin, ça me paraît évident. Non, mais tu parles dans le line-up. Mais oui, d'accord, j'entends, du poste 1. Mais sauf que c'est James Harden le meneur.
Ty Lawson est venu, il n'a pas vu le jour parce qu'il était peut-être à côté, mais parce qu'il n'a pas eu sa place non plus, tu vois. Il n'a pas, il a pas eu sa place à Indiana. Mais bon, bref, c'est pas ça. J'entends tout ce que tu dis par rapport à James Harden, mais je trouve trop facile de dire, mais ouais, mais l'entourage, mec, il a un gars comme Trevor Ariza, il a des Corey Brewer, il a des vrais gars, des vaillants, des machins. Je t'ai pas dit des superstars, j'ai dit des vaillants. Ariza, je te rejoins. Après, des Josh Smith, la raquette, attends, non mais la raquette, elle est catastrophique. Non mais Josh Smith, tu vas pas lui incomber à James Harden. La fin de carrière de Josh Smith qui est catastrophique, tu peux pas faire ça. Monty Jonas, en playoff, il a une vraie équipe. Non mais Monty Jonas, il est calamiteux sur les playoffs. Dwight Howard, mais pourquoi il fait un bon match, il en fait 10. Est-ce que tu penses? Moi, attends, prends le sens inverse. Tu me dis, ils sont calamiteux. Je l'entends. Et pourquoi si lui, ça avait été une vraie superstar avec une vraie aura, et ben à un moment donné, les leaders font que les autres autour de soi, je te dis pas ils sont meilleurs, je te dis qu'à un moment donné, ils sont au moins investis de quelque chose, une vraie envie de défendre, une vraie envie de gagner. Personne dans l'équipe n'a ça, parce que leur leader n'est pas un leader. Et les superstars, j'ai besoin que ce soit des leaders. Moi, je veux bien que tu mettes ça sur James Harden. Moi, je pense que le problème à Houston, il est au-dessus. Et que ce n'est pas tenu, c'est une franchise qui n'est pas tenue. Comment tu peux filer le coaching à JB Bickerstaff et lui dire, vas-y, tu finis la saison, c'est n'importe quoi. C'est pas un coach NBA, c'est pas un coach NBA. Après, alors, quand on dit l'équipe, même si tu as une super 5 et on a connu ça à d'autres niveaux, Thomas, on a eu un coach pendant 2 ans, il y a un autre qui est arrivé, et ça a été, avec la même équipe, voire meilleure, on a eu des résultats 100 fois qui étaient plus compliqués. Quand c'est pas tenu au-dessus, c'est pas aux joueurs à tenir tout le monde, ou pas autant. Pour distribuer des bons points à tout le monde, Erwan a un point. Après, il y a aussi les rumeurs qui se filtraient dans les médias US il y a quelques temps que sa nonchalance agaçait même ses coéquipiers. Possible. Probable. Mais je pense parce que c'est pas tenu. Parce que je pense que Daryl Morey doit le rêver et que son coach, comme dit, c'est son pote. Au bout d'un moment, il faut peut-être un mec pour lui. Je pense que toutes les superstars marchent avec un coach. Steph Curry a marché avec Mark Jackson, marche avec Steve Kerr. Mais pourquoi ? Parce que c'est le coach ou parce qu'à un moment donné, le mec concerné, pourquoi tu veux toujours dire c'est pas la faute des joueurs ? À un moment donné, je dis pas tout le temps ça. Je dis que c'est hyper important d'être tenu. Enfin, on est d'accord quand c'est cohérent, quand c'est amené, quand il y a un vrai leader, je sais pas quoi. Je l'entends, t'as raison. Mais il n'empêche, pourquoi on devrait pas dire pour une fois, mais le gars il peut faire ce taf-là, je te dis pas de tout gérer dans la franchise, je te dis d'être leader. Attends, mais être leader, l'alchimie d'équipe, elle est hyper importante. C'est pas que le coach qui va dire, hein. Il y a plein de coachs, il y a plein d'équipes championnes, ou en tout cas en finale, qui n'avaient pas des super coachs. Là-dessus, je te rejoins. Mais Kobe a eu des périodes où il a complètement abandonné ses coéquipiers qui voulaient plus jouer et pour lui. il s'est remis au bout d'un moment, lui tout seul aussi. C'est pour ça. Mais à ce moment-là, Kobe était quand même une superstar. Donc je te dis, même si James Harden n'est pas Kobe Bryant, je pense qu'aujourd'hui, James Harden reste une superstar de la Ligue. Et tant mieux et heureusement. Alors, dérivons un petit peu sur la question qu'on avait posée sur Basket USA, qui était de savoir si c'était le nouveau Tracy McGrady, qui est passé aussi par Houston, qui a été une star qui a marqué beaucoup de points. Une remarque qui est revenue souvent, NWA par exemple, quelle insulte de comparer ça à T-Mac. Ça, c'est n'importe quoi. quoi. Les gens ont oublié parce qu'il y a une cote d'amour. Le fantasme des années 90. Alors, 2000. Alors, McGrady 10, qui est quand même bien concerné, puisque c'est McGrady le 10e du nom quand même. La comparaison vaut uniquement parce qu'ils ont joué à Houston, parce que sinon Harden a passé à plusieurs reprises des tours en playoff et a toujours été plus ou moins bien entouré. C'est pas le cas de McGrady. Le problème d'Harden est l'attitude et la défense. Celui de McGrady, on peut dire que c'était plutôt les blessures. Quand à 30 ans on peut plus sauter, c'est qu'il y a un problème. Enfin, à la fin, Houston, c'est lui qui voulait plus jouer. McGrady, il a fait une fin. Et puis ils ont 2 points communs, Harden et McGrady. On n'y pense pas souvent. C'est 2 joueurs qui ont commencé par être des 6e hommes et le parcours. Et ces 2 mecs ont voulu s'émanciper. C'est pour ça qu'on a fait cette truc-là. Évidemment qu'on a fait la comparaison. Voilà, c'était pour ça et aussi par rapport au tour de playoff, parce que même s'il a fait une finale de conf, là on a l'impression que comme il n'emmène personne avec lui, et a tapé dans le mur finalement. Donc voilà, la comparaison, bien sûr que c'est. Ils n'ont rien à voir dans le jeu. Il y en a un qui est filiforme, qui était beaucoup plus physique. C'est un vrai ailier et l'autre un combo plus, tu vois. Mais évidemment, c'est pas là-dessus qu'on l'est. C'est vraiment dans l'aspect parce que c'était un nonchalant de fou, McGrady. On sait qu'il n'aimait pas s'entraîner. Tout ce qu'il y a autour de ça, c'était un joueur extraordinaire. Mais comme les James Harden. T-Mac n'a jamais fait plus que 4e au vote de MVP, il le fait 2 fois de suite. Mais c'est extraordinaire, tu vois, mais c'est les top players. Harden et T-Mac, c'est le même niveau. C'est le même niveau. Il y a Haro qui nous dit quand je vois Harden, je vois plutôt une sorte de Arenas. Mais dans le profil de joueur, c'est pas la comparaison qu'on fait. On ne compare pas 2 joueurs, on ne compare pas 2 profils de joueurs. On compare des carrières, des attentes autour des joueurs. Et est-ce qu'on va être déçu comme on a pu être déçu avec T-Mac ou pas? C'est ça la question. On va conclure par une autre question. Est-ce que James Harden va gagner un titre en tant que leader? Il est jeune, il a 26 ans. Il a 26 ans. Mais alors, moi, j'ai envie de te dire oui, j'espère. Je vais la reformuler. Est-ce qu'il peut, selon vous, être le leader d'une franchise qui va gagner un titre? Moi, je pense qu'on peut construire autour de ce mec-là. Ce mec-là, c'est des mecs qui peuvent te faire gagner des finales, mettre des tirs au buzzer. Clairement, oui. Voilà. Je pense qu'il ne gagnera pas. En étant leader. En tant que virgule, en tant que leader, je crois qu'il ne le gagnera pas. Ou alors, énorme. Mais oui, ou alors, énorme prise de conscience. Le problème, c'est qu'il part de tellement loin. Il fait des trucs.
Mais quel que soit le niveau, moi le dimanche, il y a un gars qui défend pas comme ça, je te jure, je lui crache dessus. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais attends, c'est ça qui est important. Seulement Thomas, on avait un débat sur les lancers francs, on disait travailler, pas travailler, travailler. Bon, ça encore, on va pas revenir là-dessus, même si tu en rêves. Mais clairement, défensivement, c'est juste une histoire d'envie et d'attitude. Aujourd'hui, il a qu'à. Ça paraît facile à dire, mais se mettre un peu d'attitude et faire un mec comme Tony Parker n'a jamais été un grand défenseur, il a toujours su faire les minimums. Pourquoi il le fait pas alors? Je sais pas. C'est vrai que le mec est une superstar, mais il est quand même une source de moquerie. Quoi. Les vines sur sa défense, c'est Chatine Foul fait des trucs. Quoi. Ça va être intéressant de voir qui va reprendre les Rockets au coaching, comment ça va adhérer. Mais clairement, je pense J'espère que ce sera Greg Popovich, ça va être compliqué. Je pense qu'il y a une vraie question autour de ça. Et c'est vrai que de toute façon, s'il ne défend pas, pour le coup, il va devenir ce joueur risible que certains le. J'espère pour lui que ça ne sera pas la caricature de ce qu'il a aujourd'hui, parce qu'il est en train de le devenir. Allez messieurs, un titre, pas de titre, vous êtes fixés sur James Harden. James Harden est-il le nouveau Tracy McGrady? C'est non à 56% sur Basket USA et oui à 44%. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine de playoff. Messieurs, c'est parti, à votre aide. Moi, mon top, c'était, on en a parlé, c'était Austin Rivers, que j'ai beaucoup critiqué, qu'il m'a jamais fait rêver. Que, voilà. Moi, après, je suis jamais rentré dans les délires avec son père, il profite et tout. Mais bon, il jouait pas aux Pelicans, il se retrouve aux Clippers. Donc voilà, moi, j'attendais quand même qu'il me prouve. Et là, clairement, chapeau bas l'artiste. Des matchs de Warriors comme ça, c'est comme ça qu'on gagne aussi l'amour des gens. Et il a gagné un peu le mien. C'est mignon. Ouais. D'abord, moi, c'était Lamarcus Aldridge que je trouve très fort. Il a été très fort sur une série avec Portland, mais là c'est dans le système des Spurs, tu joues pas les mêmes choses, c'est pas la même attente, et autour de toi il y a quand même 2-3 mecs, tu vois, à qui t'es censé filer la balle, il est leader comme j'aime, mais c'était surtout Nando De Colo, qui est meilleur marqueur de l'Euroleague, c'est le premier joueur de l'histoire. Alphonso Ford. Ouais, Ford, c'est ça. Regretté Alphonso 18,9 points, c'est la meilleure marque d'Euroleague depuis 8 ans. Mais Nando est incroyable, on a envie de le voir NBA. C'est le deuxième Européen, je crois, à le remporter derrière Rakocevic. Ouais, c'est ça. Premier Français. Bravo. Félicitations à lui. Mon top à moi sera Paul George parce que je me suis régalé. On l'a vu pendant la saison qu'il revenait, mais là au moins, c'est en playoff, on confirme, il a confirmé. Donc ils ont bien retrouvé leur franchise player, ils peuvent construire autour de lui, ils vont avoir du salary cap, il y a Miles Turner autour, il faut qu'ils gardent Frank Vogel parce que là ce serait par contre très bête. Mais content de le revoir. Content que ce soit terminé. Avec ce petit 360 un match facile. Ton flop? Mon flop, moi j'avais mis les Knicks parce qu'il n'y a pas de nouvelles autour d'eux sur les coachings et tout, on ne sait pas ce qui se passe. Mais en fait, je vais mettre Tim Duncan qui est en grande souffrance. Et alors, c'est bien beau de jouer jusqu'à 40 ans, faut-il encore pouvoir le faire? Et là, sur ces séries, il est en grande difficulté. Timmy, faut ou le manager différemment ou qu'il soit meilleur. Enfin, faut faire quelque chose là parce qu'il leur fait un peu de mal à ces Spurs. C'est assez rare pour être souligné. S'ils vont au bout, c'est le moment de prendre sa retraite. Ouais. Oui, sur un titre. Ouais, clairement. Moi, mon flop cette semaine, ce sont les arbitres et la NBA globalement. Il va falloir arrêter que le lendemain des matchs, de venir dire non mais les gars, surtout pour les séries de playoffs, non mais il y avait une erreur la veille. J'ai l'impression que ça va fausser tu vois. Je comprends pas trop pourquoi ils balancent tout comme ça. Ça n'a jamais existé. Alors qu'ils le fassent, tu vois, 2 semaines plus tard, bon, on peut en discuter, pourquoi pas. Mais là, c'est le lendemain, les mecs disent oui, on a fait une erreur. Moi, j'ai l'impression que le prochain match est pour les Spurs, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est bizarre. Je comprends pas l'intérêt non plus, en effet, d'annoncer tout comme ça. Alors, il y a une certaine transparence qui est pas mal. Ouais, mais plus tard, enfin, faut digérer les choses. Au basket et dans le sport en général, quand c'est sifflé, c'est sifflé. Voilà. Surtout, ils ont qu'à faire un truc entre eux, les gars, faut faire ça, puis c'est vraiment bizarre, le lendemain de dire en fait, on a fait la meilleure des réactions, c'est celle de Ginobili. Mais alors, d'ailleurs, sur le moment, les Spurs ne parlent jamais d'arbitrage. Là, après le match, juste après, ils étaient là en train de dire oh, mais il s'est passé un truc. Mais c'est vrai que derrière, en conf de presse, t'as l'impression qu'une douche froide, hop, alors qu'il y a des gars qui pètent les plombs qui auraient insulté tout le monde. Sur l'interview de Dion Waiters, et pour le coup, catastrophique. Mais en même temps, il est catastrophique. Son attitude. Ginobili est très classe, en effet. Ah ouais, il m'a fait rire même. Et puis moi, mon deuxième top, parce que j'avais 2 flops la semaine dernière, donc là je fais 2 tops, c'était donc LeBron dans Space Jam, que encore une fois, j'avais trouvé très bon acteur dans l'autre film. D'ailleurs, il sauvait un peu ce nanar. Donc voilà, en espérant qu'il soit aussi bon. Les pronostics, messieurs, est-ce que t'as des scores? Ici, je les ai, mais je les ai pas. Je c'est pas grave. Je sais que je suis à plus 20, je suis à 96. Allez, on va pronostiquer pour cette semaine. Mercredi, Cavs-Hawks, match 2. Cavs. Oui, Cavs. Et Cavs. Jeudi, Raptors-Heat, match 2. Raptors-Heat, Raptors. Toronto, ouais. Miami, allez. Vendredi, Thunder-Spurs, match 3. Moi j'ai envie de 2-2. Je pense que là, OKC va le prendre. OKC et Spurs après. Spurs aussi. Et les questions pour terminer. CJ McCollum pense que les Warriors posent beaucoup d'écrans illégaux, d'accord ou pas? Oui. Oui, mais comme de partout, dans tous les niveaux. Absolument, mais oui, en tout cas, cette question-là. De Marcus Cousins veut rester à Sacramento, est-ce que vous le croyez? J'espère pas, j'ai pas envie de le croire, moi. Oui, après, oui. Est-ce que Nicolas Batum va signer avec les Hornets? Je pense. 20 millions, un bon 85 millions sur 4 ans, un truc fou comme ça. Dwight Howard serait la priorité des Mavs, bonne idée ou pas? Il pourrait être tenu par Mark Cuban, pourquoi pas?
Et Carlisle. Et Carlisle. Je sais pas, j'ai hâte de voir où il va atterrir, mais ce sera intéressant pour l'équipe qui reçoit. Et Kevin Durant dit qu'il a toujours menti sur sa taille. Deux questions, quelle taille il fait? 2m8, De 8, moi je dirais. Officiellement de 8. De 8. Et deuxième question, sur quoi vous avez toujours menti? Sur mes diplômes scolaires. Allez, c'est comme ça. Moi, c'est sur mon point, au cas où. Je voulais pas t'obliger à répondre. C'est comme ça que se termine l'épisode 124 pardon, du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On rappelle que le Hoopcast, c'est toutes les semaines sur Dailymotion, sur Basket USA et sur iTunes. Abonnez-vous à la chaîne Dailymotion, bien sûr, pour nous suivre sur Twitter. C'est à Hoopcast, à Tarwan Abotret, à Just Be Like Tom, à Tana Matei. Et les remerciements. Comme d'habitude, Paul, voilà. Alors, cette semaine, on a Kevin Stacom qui a fait une petite carrière, qui a ouvert un site, très bien, stat.com, allez le voir. C'est C'était le frère de Jason Statham. Non, ah, pas mal. Mais non, il faudra aller faire les remerciements. Et là, c'est Jim Sean qui, malheureusement, aujourd'hui est au chômage. Chômage, allez, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu dur. Ah, c'était dur quand même. Attends, Jim Sean, vas-y là, vas-y. Non, j'ai cherché. Non, j'ai Allez, c'est pas comme ça que ça marche. c'est comme ça que ça se termine. Merci beaucoup Erwan Abotret, merci beaucoup Thomas Dufont. Ah pardon, une petite... Nos amis, Thomas, il porte un t-shirt, il nous a envoyé ses 31février.net. Allez, ça va s'afficher en dessous. Allez sur le site pour tous ceux qui aiment le sport, le basket, le tennis, le foot, le hand. Il y a tout, vous pouvez personnaliser vos t-shirts. C'est très sympa et c'est très moderne. Allez les voir. .net, hein, c'est marqué .com, c'est .net. Bon, bien pour l'arrière. Voilà pour la petite pub. Merci Erwan, merci Thomas. Moi c'était Alain Maté. On se retrouve dans une semaine. Très bon playoff à vous. Ciao, ciao.